Bonjour, ici Philippe Veilleux, gestionnaire de portefeuille adjoint chez Médici. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui nous est régulièrement posée par nos clients lors de revues annuelles de portefeuille. La question porte sur les enjeux successoraux et les clients nous demandent qu'advient-il de mes REER et de mes FER au moment du décès? Donc, avant de répondre à la question, nous allons revoir brièvement le fonctionnement du REER et du FER. Le REER se crée lorsqu'on effectue notre première contribution. Une contribution, eh bien, c'est le fait de prendre de l'argent d'un compte non enregistré, comme notre compte bancaire, et de l'envoyer dans un compte REER. À ce moment-là, ben, la contribution, on va pouvoir la déduire de nos revenus. Donc, on va normalement recevoir un retour d'impôt. Ensuite de ça, les sommes qui ont été versées dans notre REER, il va falloir les investir. Donc, ils vont normalement rapporter des rendements. Ces rendements-là ne seront pas imposables. Et il va arriver un moment, souvent à la retraite, où on va retirer les montants. Et puis là, ces retraits-là vont s'ajouter à nos revenus. On va devoir payer de l'impôt, normalement, là, sur ces retraits-là. Le FER, lui, arrive dans notre structure de compte lorsqu'on décide de transférer nos REER dans un compte FER. Je dis on le décide parce que ça peut être fait par choix, mais en fait, à 71 ans, ça ne sera pas un choix. Là. Vous avez l'obligation de transférer tous vos REER dans un FER. Et lorsqu'on détient les sommes à l'intérieur d'un FER, à ce moment-là, eh bien, il y a des retraits minimums obligatoires. Au moment du décès maintenant, eh bien, le traitement fiscal va être différent en fonction du bénéficiaire, en fonction de la personne à qui vous léguez vos REER et vos FER. S'il s'agit de votre conjoint ou de votre conjointe, ça pourra lui être roulé, ça veut dire que ça pourra lui être transféré sans impact fiscal. Donc, votre partenaire va recevoir les montants dans le même type de compte. S'il s'agit d'un REER, elle va recevoir un REER. Et ces montants-là qu'elle retire par la suite vont être imposables, là, comme on a vu tout à l'heure. Là. Donc, c'est un retrait réel. Faire attention, par contre, il faut que votre conjointe soit l'unique bénéficiaire des REER. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de faire une bonne désignation là, au niveau de votre testament pour éviter les complications si jamais ce n'est pas votre unique bénéficiaire. Le traitement fiscal va être le même pour un enfant atteint d'une déficience, un enfant à charge atteint d'une déficience. Donc, ça va pouvoir lui être roulé, transféré sans impôt. Et pour les autres enfants, c'est un petit peu différent. Si c'est des enfants à charge, ça va s'ajouter à leur revenu. Si c'est un enfant à charge majeure, ça s'ajoute à son revenu pour l'année en cours, simplement. Si c'est un enfant à charge mineure, eh bien là, il pourra faire l'achat d'une rente et l'ajout au revenu pourra être étalé dans le temps. Par exemple, si vous léguez 60 000 de REER à un enfant mineur à charge, eh bien, puis que l'enfant a 12 ans, d'ici à ce qu'il ait 18 ans, il reste 6 ans. Donc, 60 000 divisé par 6, ça fait 10 000 Il y a 10 000 qui vont s'ajouter à ses revenus à chaque année. Donc, le fait de faire ça, soit l'ajout au revenu d'enfant majeur ou de l'étaler comme ça là, pour l'enfant mineur, ça permet de fractionner les revenus, de bénéficier des paliers d'imposition qui sont plus faibles, parce que bien souvent, le défunt, là, la personne décédée, a d'autres revenus au moment de son décès et le fait de transférer ces revenus-là, ces REER-là, là, comme ça, qui soient ajoutés aux déclarations de revenus des enfants, mais ça permet de réduire la facture fiscale globale, donc c'est très avantageux. Pour les autres bénéficiaires, là, c'est le même traitement fiscal, c'est-à-dire que tous les montants détenus en REER et en FER s'ajouteront à la déclaration de revenus du défunt. Là, la facture d'impôt peut être assez salée. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a d'autres revenus, il est possible que ces montants-là soient imposables à des taux marginaux plus élevés. Donc, c'est possible que ça soit moins avantageux là, dans ces cas-là. Puis, juste peut-être une petite parenthèse au niveau de la notion d'enfant à charge. Un enfant à charge, c'est un enfant qui habite chez vous, qui a un revenu inférieur là, au premier palier d'imposition. Puis c'est un enfant aussi qui demeure chez vous et que vous mettez sur votre déclaration de revenus. Ça complète la vidéo.
Assurez-vous, encore une fois, que les bénéficiaires soient bien désignés sur vos testaments. Je pense que c'est le plus important à retenir si vous voulez bénéficier de ces choix fiscaux. Et puis, je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou nous écrire un courriel au info@gpsmedici.ca.